Nous avons donc à peu près 1h30 pour commencer à présenter des contenus, effectivement, des informations, des exposés sur les différentes facettes de cette question. Et ensuite, nous aurons du temps pour débattre, échanger. Alors, puisqu'il y a des contraintes effectivement d'agenda et d'organisation, je proposerai donc à Christophe Haribert de prendre la parole en premier. Je le remercie encore une fois d'être avec nous, effectivement, et on a tout plaisir à savoir qu'un chef cuisinier partage cette préoccupation et cet intérêt pour justement la modification, l'évolution des comportements alimentaires, et on lui fait confiance pour mettre l'eau à la bouche. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici, d'avoir été convié à cette soirée. Déjà, pour moi personnellement, je ne mange quasiment plus de viande. Donc, à part quand je sors, je ne refuse pas. Mais si moi personnellement, je peux éviter de manger de la viande, j'ai arrêté, je me porte très bien, je vais très bien, je suis en forme. La viande n'est pas forcément nécessaire, en tout cas tous les jours, c'est certain. Donc on a commencé à évoquer la problématique de manger de la viande tous les jours et d'en manger trop. On a un problème par rapport à la santé, par rapport à la planète. Et manger de la viande stressée, aujourd'hui, on le sait, le stress aussi, le stress de l'animal passe dans nos gènes. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans la viande, l'élevage intensif. Donc on sait aujourd'hui que pour sauver la planète, il faut qu'on commence à manger moins de viande. Donc quand on a des dynamiques et des choses qui se passent, on doit être là, tous les chefs étoilés présents, parce qu'on est le lien de la terre à l'assiette et on doit être présent dans toutes ces manifestations. Pour moi, c'est très très important d'être là ce soir, c'est primordial. Donc, comment ça se passe chez moi? Concrètement, aujourd'hui, je laisse la place belle au végétal, un sourcing très local, et le peu d'animaux que j'ai, ou de viande que j'ai dans ma cuisine, je sais qu'il a élevé, et c'est pas 24 semaines, c'est 24 mois pour une volaille par exemple. Pareil pour un canard, donc il attend de courir, il est tué sans stress. Donc le peu de viande que je fais, elle est sourcée, elle est bio, elle est éthique, elle est engagée. Et j'en mets très peu dans mes menus, elle arrive à la fin, et de plus en plus je pousse les gens à être et à aller vers le végétal. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus important, et le végétal sourcé, local. Je travaille depuis quelques années sur une ferme qui va me permettre d'être en autonomie sur les légumes. Ça pour moi c'est très important aussi, mais là j'ai dans le tissu local beaucoup de maraîchers qui ont opéré leur transformation autour du bio et qui me permettent de travailler de manière éthique et engagée, et je les remercie. C'est un travail de longue haleine sur le terrain. Moi en fait je suis pas les gens n'osent pas forcément pousser la porte pour pouvoir me servir des légumes ou des choses comme ça, mais souvent je leur explique que c'est moi qui vais m'adapter à leur production et pas le contraire. Je ne leur demande pas de faire des tonnes de carottes à l'année, mais s'ils ont 15 jours de belles carottes, je prends. Et pendant 15 jours, je ferai des belles carottes chez moi, pareil pour les tomates. Et donc c'est moi qui suis sous contrainte, et pas eux. C'est pas la nature que je mets sous contrainte, c'est moi qui suis en contrainte. Et je trouve que la création et le travail du cuisinier passe à travers ça, c'est-à-dire être... Déjà, je ne suis qu'un passeur, je passe des beaux produits. Donc au début, c'était un petit peu égoïste, ma recherche de beaux produits, elle a été égoïste, mais en plus, quand je me suis aperçu que ma démarche pouvait aider et sauver la planète, là, j'ai trouvé un intérêt. Le lieu que je viens de créer à Uriah, j'ai tourné complètement vers ça, vers la sauvegarde de la planète. On a fait un lieu complètement éthique et engagé dans sa rénovation. On a créé un jardin par permaculture à côté du jardin, et on a décidé de n'utiliser quasiment plus de viande dans mon menu. Déjà, plus de viande rouge, il n'y a plus de viande rouge à Maison-Ribert, déjà. Et il y a de la volaille qui est sourcée, qui vient de Saint-Baudy en Pipet, à côté du Trièvre, qui court à côté du blé que j'utilise. Enfin voilà, tout ça est une histoire cohérente et qui fait sens pour moi. Donc cette initiative me touche profondément et elle est primordiale aujourd'hui pour faire attention aux enfants. Parce que l'éducation passe par les enfants et on doit aujourd'hui les sensibiliser, c'est eux qui feront un monde de demain. Donc on doit les sensibiliser à se nourrir différemment et à comprendre qu'une volaille, je vais le répéter, c'est pas 24 semaines, c'est 24 mois. Et une volaille qui a été élevée 24 semaines, elle est bourrée d'antibiotiques. 80% de la viande que vous mangez, elle vient de là. Donc il faut quand même aujourd'hui s'en rendre compte. Et elle modifie vos gènes. Je ne suis pas médecin, mais peut-être que monsieur pourra corroborer le peu de connaissances que j'ai là-dessus. Mais en tout cas, moi j'en suis certain, manger de la viande qui a été élevée, plein d'hormones et plein de choses, c'est très 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 mauvais pour notre santé. Donc c'est déjà, aujourd'hui chacun doit faire sa part. Si aujourd'hui chacun change sa manière de consommer,
on va changer et déconstruire ce système qui ne nous va pas, à nous, êtres humains. Voilà. Ça, c'est la théorie, mais maintenant, la pratique, donc dans le quotidien, dans l'offre, dans la sélection des produits. Parlez-nous un peu du métier. C'est un travail de longue haleine sur le terrain, c'est un travail de partenariat avec tous mes producteurs pour les amener à... J'ai aidé les fermes à se construire, les producteurs à construire leur manière d'évoluer, de changer. Je travaille aujourd'hui sur une fondation et sur un mouvement avec tous les chefs en France pour aider à la transition agricole, la vraie, celle qui va permettre de définitivement dépolluer les sols, parce qu'aujourd'hui c'est 5 à 6 ans dépolluer un sol. Donc il faut aider ces gens, le temps qui se transforme. Il y a beaucoup d'argent partout. Il faut l'utiliser aujourd'hui à bon escient et plus à envoyer de l'argent n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, c'est la priorité. Manger moins de viande, dépolluer les sols, ça passera par une transition agricole. Dans mon quotidien, c'est simple, hein, je source, je cherche, je vais au cœur du problème. C'est-à-dire que je rencontre les gens qui font, qui sont. Je suis sur les marchés régulièrement. Je vais voir ces gens, je leur parle, je les connais. Tous mes légumes ont un visage et un nom. Du producteur et du maraîcher qui les produit, et j'en suis très fier parce que c'est génial quotidiennement de passer des choses, des produits magnifiques. Mes clients me remercient tous les jours de manger bio et étiqueté local. Alors vos clients, comment vous faites précisément pour les amener vers cette proposition? Ça, c'est tout le travail de créativité que j'essaye d'avoir. C'est-à-dire, c'est les toucher plutôt qu'avec du caviar avec du céleri rave, plutôt qu'avec du homard avec de la truite. Voilà, l'idée c'est d'essayer de... Et je trouve que sous contrainte, on est meilleur. C'est trouver, c'est toute ma créativité avec mon équipe et le lieu qu'on a créé, c'est essayer de les toucher avec des produits qui soient assez simples. En ce moment, on fait une truite avec le persil du jardin et un champignon de pareil qui vient de Lorraine. Et les gens trouvent ce plat magnifique. Ils viennent me voir pour ça. Et c'est là que je réussis mon métier de cuisinier. Quand j'arrive à toucher les gens avec des produits simples et locaux et sourcés. Et est-ce que vous touchez des confrères, des collaborateurs? Parce que c'est un exemple inspirant, certainement. J'ai commencé par former mon équipe à ça, à l'éthique. Ça a commencé par c'est parti de moi, et en plus, derrière, j'ai formé mes équipes. Et bien sûr, aujourd'hui, tous les chefs, je l'ai dit à un moment donné dans mon préambule, c'est vraiment égoïste parce qu'on cherche des beaux produits, donc on ne le sait pas, mais en faisant ça, on accompagne, on aide des gens dans le tissu local à se développer et à faire des belles choses. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'être proche de ses producteurs, proche des gens qu'on aime et qui nous accompagnent quotidiennement. Alors, une question, peut-être certains se posent ici, c'est comment est-ce qu'on devient un chef qui est aussi au service de ces visages que sont les légumes, les fruits, effectivement le végétal? Comment se passe cette transition? Parce qu'en France, j'imagine que l'État est dominante dans la formation des personnels, évidemment, des grands cuisiniers. Ces dominantes ne sont pas encore aujourd'hui très orientées vers le végétal. Donc comment est-ce qu'on sort de l'eau pour devenir ce que vous êtes devenu? C'est le nouveau monde et l'ancien monde, il y a un combat qui va être mené là. En fait, ça m'a déjà touché moi personnellement. En fait, j'ai commencé à courir différemment. Je me suis aperçu qu'en mangeant des légumes, j'étais quand même mieux. Si c'était de saison, j'étais moins malade. Donc ça a commencé par moi. Déjà, je me suis éduqué moi-même. J'ai une tante qui est arboriste. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi. J'ai une naturopathe, j'ai une éthiopathe. Donc déjà, j'ai des gens autour de moi qui sont déjà sensibilisés à ça, avec qui j'ai appris, je me suis éduqué. Et ensuite, j'ai commencé, moi, ma révolution interne. Et ensuite, en créant ma maison, je ne pouvais pas, c'était impérieux. Je vais même aller plus loin, j'ai créé ce lieu, c'est un prétexte pour défendre la planète, mon lieu aujourd'hui. J'ai tout fait de manière éthique et engagée, la peinture que j'ai utilisée, aux vêtements personnels, tout a été fait, tout est fait en France, tout a un sens, tout est sens pour moi. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix, on est vraiment dans une période qui est compliquée, catastrophique. Si aujourd'hui, je vais le redire, hein, si chacun fait sa part, on pourra faire évoluer les choses. Donc je fais la mienne, sans donner de leçons à personne, et en essayant de faire. Merci, j'imagine qu'il y a des commentaires ici ou des questions de la part des intervenants, peut-être après du public. Moi j'étais interpellé parce que vous avez évoqué une fondation qui relie plusieurs chefs, qui évolue dans ce sens. Je n'ai pas au courant de cette initiative et ça m'intéresse. Elle est embryonnaire, je suis en train de mettre en place, je travaille à ça avec une dizaine d'amis chefs. Il y a un magnifique film qui s'appelle Au long de la Terre qui va sortir au mois de septembre, un film qui a été tourné par Edouard Bergeon avec comme acteur principal Guillaume Canet, qui raconte l'histoire d'un paysan qui se suicide parce qu'il est mal dans sa peau. Il y a 3 paysans par semaine qui se suicident aujourd'hui en France. C'est une catastrophique, c'est des gens qui nous nourrissent quotidiennement. Donc aujourd'hui on doit se mobiliser et voilà, j'en parle aujourd'hui parce que je
ça me motive moi aussi, parce que je veux faire de commencer à en parler, et de dire que ça va être possible de faire les choses. Mais c'est embryonnaire, on est en train de le monter. Est-ce qu'il n'y a pas une suspicion d'élitisme dans ce végétalisme? Non, non, ouais, ma démarche elle est très sincère, je suis complètement engagé, c'est même au détriment de certains clients chez moi quand même, il faut le savoir. Donc elle n'est pas anodine cette démarche, hein, elle est impérieuse pour moi. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus le choix. Je suis engagé là-dedans, je ne peux pas faire machine arrière, je ne peux pas ne pas être conscient des problématiques quotidiennes de notre planète. Et si je fais rien, je me sens trop mal. Donc l'idée c'est d'emmener les clients là-dedans et qui ressentent ça. Et 100% des gens qui quittent le restaurant sont contents. Donc ils sentent que ma démarche elle est plutôt positive. Et si j'ai pu, si ce que je pense et ce que je ressens peut faire bouger une ou deux personnes, c'est que je suis sur la bonne voie. Oui, votre remarque, Laurent Beg, me rappelle que quand on a signé Lundi Vert, on a eu Isabelle Lamy et d'autres, on nous a traités de bobos parisiens, etc. Bon, il faut bien comprendre que tout commence par une marge. D'ailleurs, il y a eu un mouvement vegan marginal pendant des années. Maintenant, ça explose pour des raisons historiques, celui qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé majeurs, je vais l'évoquer. Vous verrez que manger plus de viande, ça a des incidences sur la santé très importantes. Mais donc les incidences écologiques qui sont aussi impératives aujourd'hui, et sur le bien-être animal qui est devenu une cause, je pense, secouer beaucoup de gens. Donc si vous voulez, cette conjonction fait que, même si ça a touché au début, là ça dépasse largement, quand on voit les enquêtes sur les flexitariens, par exemple, il y a vraiment un ménage sur trois qui est flexitarien, qui réduit sa consommation de viande. Là, j'ai donné une conférence hier, un peu plus haut, là, vers Lyon, et il y avait une dame qui était enseignante, et elle a fait un cours sur en sciences de la vie, elle a fait un cours sur l'écologie, et les étudiants de première ont se mis d'accord sur le fait que manger moins de viande, c'était le geste le plus important qu'ils pouvaient faire. Et alors, après, elle a dit, oui, mais c'est bien tout ça, mais concrètement, combien d'entre vous dans la salle sont prêts à ne manger de la viande qu'une ou deux fois par semaine? Et il y en a 34 sur 36 qui ont levé le doigt. Ça, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est peut-être pas, c'est une filière scientifique, dans les statistiques, c'est moins fort, mais c'est représentatif. D'ailleurs, dans les tranches 15-25 ans, on a une montée très importante. Donc, c'est plus du tout marginal, c'est plus du tout. Oui, ce qui est très intéressant dans la démarche, c'est ce que vous dites sur comment est-ce que chacun, de sa place, peut faire quelque chose, sur un constat qui est général. Je parlerai un petit peu plus tard de comment est-ce que dans un espace de restauration collective comme le Crous, on essaie de faire notre part à notre niveau. Et quand vous parliez de l'ancien monde et du nouveau monde, il y a cette question de la culture de nos cuisiniers, parce qu'on fait travailler dans nos restaurants des professionnels de la cuisine qui ont été formés avec une certaine image de ce que c'est que de nourrir les gens et ce qu'il faut leur servir et comment est-ce qu'on cuisine bien. Donc je profite de votre présence, chef Ribert, pour dire que il y a ce grand intérêt dans ce genre de démarche d'être un réseau d'acteurs qui souhaitent s'inscrire dans un système pour le transformer de l'intérieur. Et qu'il me semble que pour la culture de nos chefs, de nos cuisiniers, dans nos structures, l'apport de menus, d'échanges avec des chefs étoilés comme vos collègues, sensibiliser à cette démarche, la pédagogie dont ils peuvent faire preuve, serait d'un très grand bénéfice. Parce que nous, on voit, j'en parlerai un petit peu plus tard, décrivant l'expérience de Crous, à quel point on est parti d'une forme de réticence par rapport à ce que c'est que de cuisiner du végétarien, galette de quinoa, riz blanc, galette de soja et quinoa avec, enfin quelque chose qui est pauvre et qui est peu gourmand, à un plaisir de se tourner vers d'autres cuisines, souvent plus internationales, plus épicées, plus gourmandes, qui n'étaient pas envisagées au début. Donc vraiment, je vous appelle, je vous invite à ce qu'on puisse travailler en réseau d'acteurs pour faire en sorte vraiment de présenter des projets qui soient aussi stimulants pour
nos professionnels dans nos restaurants? Bon, là, actuellement, je suis très concentré sur les hôpitaux. On a mis un programme en place avec l'hôpital de Vendôme, qui s'appelle le projet DAGA, dont on est à l'origine, avec Stéphanie Toussaint. On a été consulté par le CHU de Vendôme pour trouver des solutions pour améliorer le quotidien des patients. Moi, ça me touche profondément. On est profondément ce qu'on mange et on est bien quand on mange bien. Et à l'hôpital, on mange mal. Et donc, mon premier sujet là, actuellement, on s'est fait foutre dehors quand même. On va y retourner par la petite porte. Et un jour, peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions. On s'est même vu refoulé par des nutritionnistes qui nous traitaient de fous. Enfin voilà, aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est très compliqué de faire évoluer les mentalités. Et les nutritionnistes collent des tartiflettes le soir avec des lardons aux patients parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi, entre guillemets, le taux de calories quotidiennes. Donc en fait, ils raisonnent en calories et pas du tout en bien-être et en résultat sur chaque patient qui a une maladie bien précise et qui doit se nourrir de manière. Chaque patient doit avoir un programme alimentaire particulier. Il y a des endroits où c'est urgent, les hôpitaux et les écoles. Aujourd'hui, dans les cantines, on doit faire entrer, et ce que vous faites à Grenoble est fantastique, le sourcing des produits et faire attention, et dans les hôpitaux. Aujourd'hui, et après en amont, essayer de plus envoyer les gens dans les hôpitaux, et plus envoyer les gens dans les hôpitaux, c'est manger moins de viande, enfin voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue tout le temps, malheureusement. Et si on arrive à couper un peu les choses et essayer par des actions locales et bénévoles, moi je fais ça bénévolement aujourd'hui parce que moi ça me ressource et ça me fait du bien d'essayer. C'est pas du tout élitiste pour le coup. Ça me fait du bien, personne ne le sait, on a fait ce projet à l'hôpital, personne ne le sait. Je ne le fais pas pour communiquer, je le fais parce que ça me touche profondément. Donc je ne suis pas simplement, c'est pas d'aujourd'hui mon engagement, il date d'une dizaine d'années. Pour moi aujourd'hui ce qui est important c'est que chacun doit faire sa part et doit se poser la question de comment il consomme. Et qu'est-ce qu'il consomme vraiment, on est profondément ce qu'on mange. Quand on se rendra compte qu'on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour soi-même, qui donnent des maladies, on va tous corriger notre manière de s'alimenter, d'acheter sous plastique. Voilà, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui ne sont pas très positives et il y a plein de choses qui se mettent en place. On a la chance dans notre région d'avoir le plus grand nombre de magasins bio, le plus grand nombre de producteurs bio. C'est une terre de résistance, de Trièves, le Vercors, Pendon, Oison. C'est une terre de résistance de producteurs de produits. Tout le monde, il y a plein de choses magnifiques. Il faut s'inspirer de ça, aider ces gens, les accompagner. Et ils gagnent tous bien leur vie en plus, et ils sont heureux. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui c'est des producteurs heureux qui sont sur des marchés, on les voit tous les jours. C'est des gens pour la banane, ils savent qu'ils font des produits qui sont bons et sains. Et moi c'est en ce monde-là que j'ai envie de croire, c'est ce monde-là que je défends. Et j'ai encore espoir, mais chacun doit aujourd'hui faire bouger ses lignes. Et si c'est ce qu'on arrive à faire pour faire bouger ce monde, on va le déconstruire. Le moyen c'est de déconstruire, de reconstruire en mettant l'humain au centre de la problématique et plus l'argent. Voilà ma conclusion. Merci. Chacun a fait sa part, et bien Véronique Magnin a fait la sienne en co-écrivant avec Jean-Paul Curtet un livre intitulé Moins de viande, dans lequel il y a beaucoup d'éléments également sur notre appétence presque incoercible pour la viande, malgré les inconvénients qu'on a déjà évoqués, qu'on va encore comprendre tout à l'heure, qu'elle présente. Donc Véronique Magnin va faire un peu un panorama justement sur la question de la consommation de viande et ses inconvénients environnementaux, sanitaires et éthiques. Oui, alors je vais peut-être partir de là où on en est actuellement. Effectivement, on parle beaucoup d'initiatives pour diminuer la consommation de viande. C'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut aller. Moi, lorsque j'ai écrit ce livre avec le docteur Curtet, j'ai notamment été frappée par les chiffres et le gigantisme des chiffres. Parce que là, on parle effectivement de la diminution de la consommation de viande, mais d'où est-ce qu'on part ? En fait, il faut savoir que dans le monde, on consomme 300 millions de tonnes de viande chaque année. Alors ça ne parle pas tellement, les grands chiffres. À quoi cela pourrait correspondre ? Eh bien, écoutez, c'est le volume du lac Léman. Le lac Léman fait quand même
km de long, 14 de large, 150 mètres de profondeur. C'est ce volume-là qui est consommé chaque année quand même dans le monde. Les choses ne s'améliorent pas à l'échelle mondiale. On observe effectivement une augmentation de la demande en viande, une augmentation de la demande en viande qui est liée à l'arrivée des pays émergents, et les pays émergents ont envie de rejoindre notre niveau actuel de consommation de viande. Et d'après les prévisionnistes, eh bien, si les choses continuent comme elles continuent aujourd'hui, eh bien, la quantité de viande qui va être nécessaire d'ici 2050 va être augmentée de 73%. C'est absolument gigantesque. Alors comment y parvenir et pourquoi aussi? Alors je vais peut-être un petit peu les détailler. Les pays émergents, donc c'est surtout les pays qu'on appelle les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, qui se développeront et bien voient le niveau de vie des personnes augmenter et chemin faisant, eh bien elles ont elles aussi envie de consommer de la viande. Et puis on va être plus nombreux sur la Terre, puisqu'on est 7,5 milliards aujourd'hui, et bien d'ici 2050, on devrait être 9 milliards, et puis en 2100, jusqu'à 11 milliards, on atteindra un certain plateau. Si tout le monde effectivement a envie de manger de la viande, on va se retrouver face à un problème extrêmement complexe, parce qu'on va voir, enfin je vais l'expliquer par la suite, les répercussions, notamment sur l'environnement, de la surconsommation de viande. Alors on observe effectivement en France comme en Europe une moindre consommation de viande. D'ailleurs il y a eu une étude du CREDOC qui a été publiée en septembre 2018 et qui montre qu'effectivement la consommation de viande en France a diminué de 12% en 10 ans. C'est une diminution qui est lente. Alors effectivement, ça pourrait être une véritable tendance. Et d'ailleurs, il y a des personnes ici qui s'expriment pour parler des initiatives qu'elles ont envie de mettre en place. Il y aurait donc véritablement un changement de fond dans le comportement. Ceci dit, quand on regarde un peu plus dans le détail, le type de viande qui a diminué, c'est la viande de boucherie, la viande rouge pourrait-on dire. La charcuterie ne semble pas tellement diminuer pour l'instant, et puis la volaille non plus. Et on peut comprendre par exemple pour la volaille que ça ne diminue pas, parce qu'en fait, pour pouvoir subvenir aux besoins en viande, eh bien, l'élevage intensif, le plus, si vous voulez, productif possible, c'est l'élevage de poulets. On peut, aux États-Unis, rencontrer des fermes absolument épouvantables, pourrait-on dire, où il y a 5 millions de gallinacés qui sont engraissés, enfin, qu'on fait croître en même temps. Et il faut constater quand même que les politiques agricoles favorisent le développement des élevages intensifs. Élevage intensif, cela signifie que les animaux ne se nourrissent pas par eux-mêmes, on les nourrit de la main de l'homme, mais en général, il y a quand même une concentration pour obtenir le plus grand profit. Les gallinacés vont connaître, d'après les prévisionnistes, la plus grande envolée, parce qu'ils sont les plus concentrables, parce qu'il n'y a pas d'interdit religieux non plus qui touche ce type d'animal, parce qu'il est utile à la fois pour sa chair et pour ses œufs, parce qu'il peut en tout cas obtenir un poulet de 2,5 kg en seulement 39 jours, et son impact environnemental est quand même plus faible que l'élevage des bovins. Il faut moins d'eau déjà pour produire 1 kg de poulet. Il faut, je crois, à peu près 4000 litres d'eau. Alors 4000 litres d'eau, ce n'est pas le poulet qui va boire cette eau, mais enfin, il faut des cultures pour pouvoir nourrir ces poulets. Et ces cultures, il faut les arroser. Donc 4000 litres d'eau, ça provient essentiellement de cette nécessité d'irrigation. Il faut du fourrage, donc du fourrage il en faut 1,6 kg je crois. Et par ailleurs, il y a très peu de gaz à effet de serre, à la différence
des bovins, les bovins qui sont responsables à 9% des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc tout ça, ce sont des chiffres assez gigantesques. On voit que s'amorce une diminution dans nos pays européens, mais en même temps, cette demande, sur quoi s'appuie-t-elle? Qu'est-ce qui nous pousse à manger de la viande? Eh bien, il y a différents ressorts, bien sûr. On pourrait en citer un premier parce que, effectivement, la viande, eh bien, ça a des propriétés dites organoleptiques qui sont intéressantes, notamment la couleur de la viande. La couleur rouge, d'ailleurs, il y a une étude qui est parue en 2017, je crois, eh bien, qui montrait que les personnes étaient attirées davantage vers les aliments de couleur rouge que vers les aliments de couleur vert. Les aliments de couleur rouge étant, selon la perception des gens, davantage caloriques que les aliments de couleur verte, c'est-à-dire les végétaux, et que cela se serait inscrit dans nos gènes au fil du temps. La viande s'étendre, la viande, on trouve de la jutosité, du goût, aussi, on apprend à manger de la viande, justement en fonction des terroirs, en fonction des cultures, et ça confère un sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, les personnes qui, dans les familles, décident pour des raisons, que ce soit environnementales, des raisons de sauvegarde du bien-être animal ou pour des raisons de santé ou autres, de ne plus manger de viande sont en difficulté parce que voilà, elles ne sont plus dans le partage d'un repas qui traditionnellement serait un repas à base de viande. Autre ressort possible aussi, eh bien, il y a aussi, certains disent que manger de la viande, eh bien, ça a à voir aussi avec le plaisir charnel. Voilà, bon, Thomas d'Aquin, en son temps, avait condamné la consommation de viande pour cette raison. C'était un théologien du Moyen-Âge et il y voyait là les plaisirs mauvais de la luxure, donc il déconseillait évidemment, lui-même étant végétarien, de consommer de la viande. Il y a peut-être cette idée aussi que cela viendrait flatter notre instinct prédateur, mais les paléoanthropologues reviennent un petit peu sur cette thèse parce que on s'aperçoit aujourd'hui que nos ancêtres, Néandertal, etc., n'étaient pas si mangeurs de viande que cela. En fait, les paléoanthropologues trouvaient évidemment dans les sédiments beaucoup d'os, donc se disaient, ben voilà, on avait un régime essentiellement carné. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques mises à disposition, notamment les techniques synchrotron, eh bien, on s'aperçoit à l'analyse de la dentition de nos ancêtres très lointains, eh bien, qu'ils ne mangeaient pas que de la viande, ils mangeaient aussi des céréales. Et à partir du moment où le feu a été maîtrisé par l'homme, eh bien, ils mangeaient aussi des galettes de céréales, pas forcément des céréales qu'ils cultivaient eux-mêmes, ça pouvait être des céréales sauvages, mais à partir du néolithique, avec l'avènement de l'agriculture, eh bien, l'homme s'est mis à utiliser le milieu naturel pour produire à son propre profit à la fois des animaux et des végétaux. Là, il y a eu effectivement un partage, mais aussi peut-être déjà une répartition en fonction du niveau social que vous pouvez avoir pour la consommation de viande, puisque pour produire de la viande, il faut davantage de moyens, puisqu'il faut du fourrage, etc. Bon, eh bien, on mangeait, plus on était riche, plus on pouvait manger de la viande. Et d'ailleurs, le symbole de richesse est aussi un symbole fortement rattaché qui explique la consommation de viande et qui explique aussi que dans les pays émergents, eh bien, plus on accède à un niveau social supérieur, plus on a envie de manger de la viande. Ce qui est moins vrai aujourd'hui en Occident, puisque tout à chacun peut quand même consommer de la viande, même si on ne consomme pas de la viande de qualité égale, suivant le niveau social auquel on est rattaché.
symbole de richesse aussi qui fait qu'on consomme de la viande. Et puis, on pourrait citer aussi un autre symbole qui est celui de la force. Parce que d'ailleurs, Christopher Ibert l'a un petit peu évoqué, eh bien, manger de la viande, il a été longtemps, on a pensé que ça nous donnait de la force. Et d'ailleurs, il y a une hiérarchie dans la viande. Il y a des viandes au sang fort, les viandes rouges, et puis les viandes au sang faible, mais on leur donne toujours ce symbole de force. On est fasciné par les animaux depuis des millénaires, et d'ailleurs, les peintures rupestres en témoignent. Ce sont essentiellement des animaux qui sont dessinés et pas des végétaux aussi, mais beaucoup d'animaux. Et en même temps, il y a cette croyance selon laquelle, lorsque l'on mange un animal, eh bien, on s'approprie ses qualités et éventuellement sa force. D'autres, et d'ailleurs, il y a certains interdits par rapport à la consommation d'animaux, eh bien, qui proviennent aussi de cette croyance qu'on s'approprie les qualités, les vertus, mais on peut aussi s'approprier les vices des animaux. Et voilà pourquoi, dans le christianisme, à une certaine période, eh bien, le pape avait interdit aussi la consommation de porc, mais pour la bonne raison que les porcs, selon lui, eh bien, ne regardaient jamais vers le ciel, puisqu'ils fuissent dans la terre, et que si les fidèles se mettaient à manger du porc, eh bien, ils ne regarderaient plus vers le ciel, donc ça avait été interdit. Et puis cet interdit a été levé lorsque le christianisme est remonté vers l'Allemagne, etc., où là on consommait déjà énormément de viande, et ils se sont dit qu'ils allaient lever cet interdit parce qu'autrement ils n'arriveraient pas à obtenir davantage de fidèles, à fidéliser. Voilà, et alors beaucoup disent qu'on mange davantage de symboles que l'on mange de lipides, de protéines, etc. Mais dans la viande, il y a aussi des éléments positifs qui ont été vantés à l'après-guerre d'ailleurs. On disait qu'il faut manger de la viande parce qu'il y a des protéines complètes. Par exemple, que les végétaux aussi contiennent des protéines tout aussi complètes. C'est le cas du soja, même si certains n'aiment pas en consommer. C'est le cas du quinoa, etc., et d'autres amarantes, d'autres végétaux, et qui contiennent même davantage de protéines que n'en contiennent les viandes. Dans le soja, vous avez des fois de 30 à 40% de protéines, alors que dans la viande, il n'y en a que 25%. Voilà. Pardon. Je suis trop vite. J'ai encore 10 minutes. Bon, alors je vais abréger. Bon, il y a des éléments intéressants, mais le professeur Curtet va vous l'expliquer. Il y a des éléments intéressants, mais aussi la viande, c'est l'aliment le plus inflammatoire, c'est-à-dire qui réveille le plus notre système immunitaire de défense, parce qu'il contient des molécules qui sont considérées comme étrangères par l'organisme et contre lesquelles le corps se défend. Et chemin faisant, il ne fait pas que se défendre contre ces molécules considérées par l'organisme comme un petit peu étrangères. Chemin faisant, il mitraille à l'intérieur du corps en envoyant des molécules agressives qui vont aussi agresser les molécules qui sont importantes pour nous. Et notre capacité de régénération ne va pas toujours suffire. Voilà. Donc restez santé et merci Véronique pour ce panorama paléo-anthropo-socio-économico-médical. Il y avait beaucoup de choses à l'impression, mais je pense qu'il y aura des questions après. On va tout de suite laisser la parole au docteur Curtet, peut-être notre pas de résistance, j'allais dire, qui va nous parler donc des aspects médicaux liés à la consommation excessive de viande. Merci. Oui, merci Laurent Veil. Merci Véronique. Donc, je pense que c'est devenu en effet un sujet sociétal. Toutes les semaines, il y a des émissions de télé ou de radio sur cette question de consommer de la viande. Il y a eu l'impact du bien-être animal et de l'écologie, puisque, comme l'a rappelé Véronique, un des gestes les plus puissants qu'on puisse faire, c'est manger moins de viande pour la planète. Surtout pour une raison assez simple, c'est que 90% des viandes consommées en Europe sont industrielles, donc dans des élevages intensifs,
de bêtes élevées hors sol. Les bovins ont un peu plus de chance. Eux, ils sont plus souvent en prairie que les porcs et les volailles qui sont quasiment presque tous enfermés. Et le problème, c'est que ces animaux enfermés, ils sont nourris par principalement des sojas OGM importés d'Amérique du Sud, en particulier du Brésil et de l'Argentine. Et 85% de la déforestation de l'Amazone provient de ce commerce qu'on encourage quand on achète malheureusement ces viandes industrielles. Et j'aurais d'autres arguments à vous expliquer. Et je pense je vous passe l'information, après chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais c'est mon rôle, c'est ce que j'ai fait dans l'enquête sur ce livre, c'est de regarder un petit peu les tenants et aboutissants pour qu'on injecte, on se fasse plaisir avec des choses qui nous font du bien à nous et aussi à la planète en général. Et donc, on parle de déforestation importée, là on ne peut pas faire pire. C'est soit pour élever des bêtes, soit pour les nourrir. On importe par exemple en Europe 335 millions de tonnes de soja OGM. Pour la France seule, 3 millions qui passent par l'Orient. Bon, la coordination rurale a volé quelques échantillons de ce soja importé pour les animaux d'élevage et a fait analyser, il y a bien du glyphosate dedans. Vous savez que l'association des pisseurs involontaires de glyphosate, si on fait une analyse d'urine chez n'importe qui d'entre vous ici, y compris, même si on mange bio, on a des taux de glyphosate dans les urines qui vont de 10 à 35 fois le taux soi-disant toléré dans le robinet. Bon, là, il y a un vrai problème. Bon, par ailleurs, si vous voulez, ces animaux sont élevés dans des conditions qui sont insupportables en fait. Vous avez vu dans les vidéos, les poulets qui ne tiennent pas debout, ils sont infirmes, en fait, on mange des animaux malades, mais pire que ça, infectés. Et ça, c'est un point très important qui m'a le plus surpris quand j'ai écrit ce livre. Parce que si vous voulez, moi je suis parti aussi de croyances comme tout le monde. Je ne pensais pas que dans le pays de Pasteur, que quand un vétérinaire fait un prélèvement sur une carcasse dans n'importe quel abattoir, il y en a 88,9% qui sont infectés. C'est quand même énorme. Alors on dit ça aux gens du lobby de la viande, etc. Ils disent mais c'est pas grave, on cuit les viandes. Et le seul problème, c'est que la bactérie tuée par la cuisson, elle sécrète des molécules, elle est faite de molécules, ça s'appelle des endotoxines. Si vous avez une petite culture en biochimie, des lipopolysaccharides, c'est inflammatoire sur la muqueuse digestive et ça passe dans le sang. Alors, on fait une prise de sang à quelqu'un avant de manger et après avoir mangé une brochette de poulet, il a une montée extraordinaire. Ça flambe dans son sang pendant plusieurs heures les endotoxines. Donc les gens aujourd'hui ont l'impression de ne pas avoir mangé, s'ils n'ont pas mangé une ou même parfois deux protéines animales, par exemple du poulet, du fromage à midi et le soir on remet ça. Mais ils ont pendant 3-4 heures une montée inflammatoire violente, ils remangent, ça repart, et il n'y a qu'en fin de nuit qu'ils sont sans inflammation. Il faut savoir aujourd'hui qu'en médecine, toutes ces pathologies ont une composante inflammatoire. Même le surpoids, c'est une découverte d'un professeur français, le professeur Karim Clément, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'Alzheimer, la Parkinson, évidemment les maladies auto-immunes qui sont inflammatoires, les maladies digestives, Crohn, etc. Tout ça, c'est associé à l'inflammation. L'inflammation crée une sorte de corrosion qui accélère le vieillissement, favorise toutes ces pathologies liées à l'âge qu'on appelle dégénératives, qui augmentent avec l'âge. Donc si vous voulez, quand Véronique disait la viande c'est l'aliment le plus inflammatoire dans notre assiette, c'est déjà très fortement lié à cette présence considérable de bactéries et même de virus. Dans le poulet, il y a un adénovirus qui on retrouve facteur d'obésité. Aujourd'hui en Europe, on a plus de gens en surpoids que de gens pas en surpoids. Donc, si vous voulez, on n'a pas besoin de rajouter ça. Bon, en plus, on va voir une autre chose, c'est que la justification de la viande, c'est pas du tout la protéine. On n'en a rien à fiche. Je vous signale que depuis des milliers d'années, les civilisations se sont bâties sur l'association légumineuse céréales. Par exemple, couscous pois chiches en Afrique du Nord, galette de maïs, haricots rouges en Amérique du Sud, riz soja en Asie. Le produit animal, même il y a 100 ans chez nous, chez les ruraux, était un produit de luxe. On mangeait un peu d'œuf comme ça dans la semaine, mais le poulet jamais pendant la semaine, le dimanche éventuellement. Et le cochon, alors n'en parlons pas, c'était pour les fêtes, les mariages, la fête du village, etc. Bon, aujourd'hui, on a fait une telle surproduction, en fait, qui a été déclenchée par la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Américains nous ont libérés d'Hitler,
Ils nous ont amené le chewing-gum, Hollywood, et l'industrialisation de l'agriculture. Et nos ministres ont suivi, M. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, a dit on va faire de la Bretagne une usine à viande. Ben, il a réussi. Et maintenant qu'il s'est aperçu des résultats, heureusement vous êtes assis parce que sinon vous tomberiez par terre, M. Pisani est devenu un partisan de Pierre Rabhi. Incroyable. Non mais bon, maintenant le dégât est fait. On est rentré dans un système, si vous voulez, où comme on a beaucoup de viande pas chère, ben voilà, il faut bien la consommer, donc on fait circuler des idées comme quoi la viande c'est la meilleure protéine. C'est faux. Est-ce que Pierre Rabhi est partisan de Pisani? En tout cas, Pierre Rabhi a l'air d'apprécier maintenant, d'être soutenu par donc, c'est un problème, si vous voulez, on s'est fait manipuler par la pub, par le marketing, par les changements culturels. Si vous voulez, aujourd'hui, on considère qu'un plat français, c'est le steak frites, c'est hallucinant. Ça n'a jamais été dans la culture française. La frite, elle est nettement plus belge que française. Et on avait la poule au pot, on avait un certain nombre de plats familiaux, mais certainement pas le steak frites. Comme le croissant au petit déjeuner. Je me souviens que le croissant au petit déjeuner, ça a l'air d'être français, parisien, tout ça, dans le monde entier. Je me souviens que ça vient, c'est une viennoiserie qui vient du fait que les Ottomans avaient occupé l'Autriche et qu'ils avaient fait un petit peu en forme de croissant islamique. Alors, vous voyez comment c'est français. Bon, vous vous rendez compte qu'on se fait manipuler et qu'il y a des images qui s'installent comme ça, comme dit Véronique, les symboles. Il faut arrêter de se faire avoir. Bon. Donc, il y a une vérité quand même dans la viande au niveau des protéines, c'est que c'est une protéine dite complète. Donc, nos muscles, notre trame osseuse sur lequel s'accroche le calcium, notre foie, tous les organes, le cœur, tout ça, c'est des protéines, c'est très important, des protéines dites de structure, mais on a aussi des outils qui nous permettent de fonctionner. Si vous voulez taper un clou, vous n'allez pas le faire avec un tournevis, c'est pas très facile. Et encore beaucoup plus difficile, essayez de tourner une vis avec un marteau. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un marteau, c'est une grosse masse lourde pour taper sur la tête d'un clou, et qu'un tournevis, ça a une forme pour rentrer dans la forme de la vis et la faire tourner. D'accord? Donc, un outil fonctionne en fonction de sa forme. Et nous aussi, on a 23 000 gènes. La vie, c'est l'ADN. On vient d'une bactérie hypothétique qui s'appelle Luca, Last Universal Common Ancestor, il y a à peu près 4 milliards d'années, grâce à laquelle on est là aujourd'hui tous, voilà, et puis tout le monde animal et tout le monde végétal. Et c'est centré autour de l'ADN. Et l'ADN, c'est une informatique cellulaire avec 4 lettres, AGTC, qui sélectionne toutes les 3 lettres un acide aminé. Et un acide aminé, c'est la briquette qui forme les protéines. Et donc, on mange de l'œuf, on mange de la lentille, on les digère déjà dans la salive, ensuite dans l'estomac, ensuite avec le pancréas, pour faire des petits acides aminés, les briquettes qui passent dans le sang, et on fait appel à notre informatique cellulaire pour les réassocier dans le bon ordre, pour faire un outil qui a la bonne forme. Parce que chaque acide aminé a un angle particulier, et donc quand vous associez des angles avec des angles, ça fait une forme. Et ensuite, tout fonctionne avec des systèmes clés sérieux, si vous avez la bonne forme. Mais on a une vingtaine d'acides aminés différents. Mais il y en a 8 qu'on ne sait pas synthétiser. C'est comme des vitamines et des minéraux, on appelle ça des acides aminés essentiels. Or, dans la viande, c'est vrai. Il y a tous les acides aminés. Dans le poulet, dans le blanc d'œuf, dans le poisson, mais aussi, Véronique nous l'a déjà signalé, dans certains végétaux. Le tofu, que monsieur n'aime pas, mais on va en parler. Il y a plusieurs sortes de tofu. Il y a le tofu soyeux, essayez le tofu soyeux. Voilà. Je vous renverrai essayer de vous fermenter, vous verrez, c'est très bon. Mais ensuite, vous avez le quinoa. Bon, il y a du quinoa français. Il y a 15 agriculteurs en Anjou qui ont lancé du quinoa français, donc on peut le faire local. Il y a les graines de chia, qui sont un peu moins connues, qui commencent à monter sur le marché, et qui sont très intéressantes parce qu'elles sont riches dans toutes les protéines, dans tous les acides aminés nécessaires, mais aussi en fibres. C'est bon pour la flore. Vous avez tous vu que la flore du côlon, c'est très important dans la santé. Mais c'est très riche aussi en polyphénols, qui sont des messagers très protecteurs de la santé. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Et en oméga 3, qui sont des acides gras qui nous manquent le plus. Et en plus, ces graines de chia, on les met dans 4-5 au lieu d'eau, on tourne, en 15 minutes c'est prêt, pas besoin de cuire. Et c'est très bon parce que les oméga 3 sont détruits par la chaleur. D'accord. Donc, voilà, si vous avez l'occasion, essayez le chia. Tout ce qu'on peut vous dire ici, c'est bien, mais c'est mieux de faire l'expérience vous-même. C'est avec les expériences qu'on progresse.
l'information n'a pas d'intérêt si on ne fait pas l'expérience derrière. Donc, autrement dit, il y a déjà des protéines complètes, aussi complètes que la viande, hein, donc on n'est pas dépendant de la viande pour avoir tous les acides aminés qu'il nous faut. Deuxième chose, c'est que si on associe, donc comme on a dit dans ces cultures millénaires, une légumineuse, haricots, pois, lentilles, lupins, fèves, il y en a, rien qu'en pois chiches, il y a 20 000 espèces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse. Aujourd'hui, on a fait des monocultures. Le monde entier vit à 70% sur une dizaine de végétaux et 7 produits animaux, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pour le confort de l'industrie, mais c'est extrêmement dangereux. Hein, parce qu'il y a une maladie de la banane qui arrive, ça peut détruire toute la banane mondiale, parce qu'avec ces monocultures, bon, donc c'est très dangereux de faire ce genre de truc, et on joue avec le feu. Bon. Donc, en associant une légumineuse, comme on l'a dit, avec une céréale, là on a les acides aminés complets. Dans les légumineuses, il n'y a pas beaucoup d'acides aminés soufrés, mais il y en a beaucoup dans les céréales, donc ça se compense très bien. Okay. Donc, autrement dit, on n'a absolument pas besoin de la viande, ni même du poisson, pour les protéines. Par contre, dans la viande, il y a des minéraux, comme le fer et le zinc, qui existent bien dans les végétaux, mais qui sont très mal absorbés dans les végétaux. Et là, on ne peut pas donner le même conseil à tout le monde. C'est un des messages que j'aimerais passer ce soir, c'est que beaucoup de gens donnent des conseils pour la population. Mais ce n'est pas possible de faire ça, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Une femme enceinte, elle va augmenter son volume sanguin, il faut qu'elle fasse le sang du bébé. En 9 mois, elle fait 3 kg de bébé, ça prend, il faut lui faire, pour faire ses globules rouges, et lui faire dans le muscle aussi. Elle va saigner à l'accouchement. Donc, si vous voulez, une femme enceinte a besoin de pas mal de fer. Je ne conseille pas personnellement, en tant que médecin, nutrithérapeute, en tant que scientifique, je ne peux pas conseiller trop à une femme enceinte d'être végétarienne, c'est délicat. C'est pas impossible. Une femme enceinte qui est végétarienne, bien sûr, on va lui conseiller de manger des lentilles, qui sont riches en fer. Il y a des trucs, hein. Les haricots blancs, le soja, de consommer de la vitamine C derrière, ça multiplie par 5 l'absorption. Mais sur le plan de la santé publique globale, c'est un peu délicat. Hein. D'ailleurs, il y a eu... Et les enfants et les ados en forte croissance, un peu le même problème, parce qu'ils grandissent vite. Mais bon, on est enceinte que 9 mois dans sa vie, X fois, 9 mois. Alors après, aujourd'hui, c'est des femmes enceintes. On n'a pas beaucoup plus de 2 enfants en moyenne chez nous. Ensuite, bon, la grande croissance de l'enfant, c'est à peu près jusqu'à 6 ans, ça se calme après. Ça repart à 10 ans chez la fille, à 11-12 ans chez le garçon, qui en 18 mois prennent 15 cm aujourd'hui. Bon. Donc là, si vous voulez, ça va être un peu délicat. Bon. Et le zinc aussi existe dans les végétaux, mais mal absorbé. Alors le zinc, c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que le zinc peut être donné dans des compléments alimentaires, comme la B12. La B12, on le sait, alors elle n'existe pas du tout dans les végétaux. Les végétariens le savent, ça. Ils prennent un complément en B12. Ils ont par contre pas la connaissance du zinc, et ça c'est un peu dommage. Surtout plus on avance en âge, moins on absorbe le zinc. Et si vous voulez, avec le vieillissement, on perd des cellules, il y a de l'endommagement, et pour se réparer, il faut du zinc. Et donc ça, c'est quand même un problème important. Il faudrait que les végétariens prennent des compléments un peu plus globaux, pas seulement la B12. Bon. Donc, si vous voulez, le fer, pourquoi on ne dit pas, oui, faites pareil, prenez un complément. Et non. Parce que le fer tout nu, dans un complément, il est extrêmement violent. Si le fer brouille l'oxygène, c'est parce qu'il catalyse la réaction de l'oxygène. C'est un catalyseur de réaction oxydative et inflammatoire. Et quand vous mettez du fer dans un complément, je ne vais pas plus de 35 ans pour le interdire, eh bien, vous avez des radicaux libres, ça détruit la vitamine C, ça fait des radicaux libres. La commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments a dit que c'était une bombe oxydative d'associer vitamine C et fer, mais ils ne l'ont pas interdit. Bon. Donc, si vous voulez, le fer, on ne peut pas le donner en complément, et le fer le mieux absorbé, le mieux toléré, il n'y a pas malheureusement, c'est la réalité. C'est pas écologique du tout, mais c'est le fer de la viande rouge, et même, je dirais, la viande qui a le plus de fer héminique, c'est le bœuf saignant en plus. Si vous cuisez trop le bœuf, le sang s'en va avec le fer avec. Donc, si vous voulez, c'est pas écologique. Mais au moins, si les gens qui en ont besoin vraiment, c'est-à-dire, ce sont les femmes enceintes, les enfants et les ados en forte croissance, en consommer, et pas les autres, et les autres, c'est d'abord les hommes. Parlons-en des hommes.
Les hommes, ils n'ont pas de règles jusqu'à présent. Bon. Deuxièmement, ils ne sont pas enceintes. Bon. Et troisièmement, ils mangent plus de viande que les autres parce que, comme l'a évoqué Véronique, hein, c'est dans l'inconscient collectif, le chasseur, c'est une action de prédation, d'affirmation de dominance. Hein, les rois bouffaient énormément de viande, les nobles, pour se distinguer des pauvres ruraux, les pétzouilles qui devaient manger de la viande que dans les fêtes. Non, le noble, lui, il peut se taper. Hein, vous regardez le menu de Louis XIV, c'est hallucinant, hein, 47 plats, on peut tuer pour un repas de cour 1000 animaux. Bon, résultat des courses, eh ben, Louis XIV a fini sa vie en chaise roulante avec la goutte. Bon, oui, Henri VIII était complètement obèse, il est mort à moins de 50 ans, je me rappelle bien. Georges IV, il faisait 1m50 de tour de taille, il fallait une grue pour le sortir de table. Bon, c'est peut-être pas une bonne... Mais bon, il y a une époque où aussi avoir un gros ventre, c'était un signe de richesse. Bon, maintenant c'est les pauvres, ça s'est inversé. Mais c'est pareil pour la viande. Les classes ouvrières consomment 40 à 50% de viande de plus que les cadres aujourd'hui, parce que c'est lié à la formation. Et c'est général. Hein, le surpoids, le diabète, la réduction de longévité, etc. est malheureusement associé au statut socio-culturel. Je vous donne un autre exemple assez frappant, hein, c'est que 33% des femmes enceintes qui ont le bac ou moins fument, seulement 7% des femmes qui ont un niveau supérieur d'études. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a un problème d'éducation et que je pense qu'à l'école, on devrait absolument faire un parcours santé, c'est terriblement dans les textes politiques, mais ce n'est pas appliqué. On devrait mobiliser, paraît-il, les étudiants en médecine, en pharmacie, je ne les ai pas vus, pour aller faire de la prévention, passer ce message. Alors, pour le moment, je vois rien qui se passe. Donc il y a une déclaration politique, mais c'est pourtant absolument vital. On ne peut pas manger à votre place, on ne peut pas s'arrêter de fumer à votre place, on ne peut pas bouger à votre place. C'est chacun qui doit prendre en charge sa santé avec tous ces outils. Donc, j'ai un temps limité, donc je vais essayer d'être rapide. Pour l'enquête, donc, le livre, c'est la littérature mondiale sur les rapports entre consommation de viande et santé. C'est simple. On a une cohorte très connue, les Adventistes du 7e jour. C'est une secte en Californie, où ils ont décidé que dans la Bible, on disait qu'il fallait être végétarien. Donc, théoriquement, on est végétarien. Donc, pour les scientifiques, c'est un régal, parce que pendant 60 ans, ils peuvent suivre des dizaines de milliers de personnes qui sont végétariennes et voir leur rapport santé. Mais, comme dans toutes les populations, il y en a qui ne sont pas tout à fait réglo. Il y a des adventistes qui mangent un peu de lait, qui prennent un peu d'œufs, qui prennent un peu de poisson, d'autres qui mangent la viande une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Un régal pour les scientifiques parce qu'ils ont des cohortes à comparer. Et le résultat des études, c'est que plus vous mangez de protéines animales, même pas de viande, de protéines animales en général, plus vous faites de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'Alzheimer. Alors on dit, oh là là, mais les adventistes, c'est des gens bizarres. En science, il faut des études. Voilà. On refait ça ailleurs, à Campbell, en milieu rural chinois, même résultat sur les cancers, les maladies cardiovasculaires. On prend les bouddhistes taïwanais. Les bouddhistes, tu ne tueras pas, théoriquement, on ne mange pas de viande. Mais, toujours pareil, il y a des bouddhistes qui permettent des choses. Donc, on trouve des bouddhistes taïwanais qui mangent un peu de viande. Alors, ils mangent de 3 à 8% de ce que mangent les Américains. On se dit, bof, avec ça, on ne va pas aller loin. Et bien si, ils font plus de diabète. Donc, si vous voulez, on a des milliers d'études qu'on a pu combiner et qui montrent que plus on consomme de la viande, par exemple en Europe, hein, on pensait, et moi compris d'ailleurs avant de faire ce livre, que les régimes hyperprotéinés, plus de viande que presque les nutritionnistes, du camp et autres, vous connaissez, et ben ça fait maigrir, et ben c'est le contraire. Parce que sur 1 million d'Européens, on a toutes les portions de viande, 2 kilos gagnés tous les 5 ans, et ça s'accumule. Pourquoi? La raison principale, c'est ce qu'a dit Véronique, c'est la viande est inflammatoire. Le fer qui est dans la viande favorise la prolifération de bactéries pathogènes qui altèrent le tube digestif. Les endotoxines, vous rappelez, les bactéries tuées, elles passent dans le sang. Et tout ça favorise le surpoids, comme ça le Clément, qui montre que le surpoids est associé à une altération de la flore et de l'inflammation. Okay. Ça endommage les récepteurs à l'insuline, donc ça augmente le diabète, ainsi de suite. De toute façon, le surpoids est un facteur de risque de diabète. Donc tout ça, ça se conjugue. Okay.
Vous avez, sur l'Alzheimer par exemple, les végétariens, on a 3 cohortes très importantes en Angleterre, ils ont plus de végétariens que chez nous, ils ont 2 à 3 fois moins d'Alzheimer que les gros mangeurs de viande. C'est considérable aujourd'hui. L'Alzheimer est la pathologie qui fait plus peur que le cancer. Donc, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on a un levier d'action en connaissant ça. Moi, je ne peux pas faire de choix à votre place, je vous donne une info, et puis, voilà, vous pouvez faire des expériences. Une expérience à faire que je vous propose, c'est pendant 15 jours, vous vous dites, je ne mange pas de viande le soir. Alors, pourquoi le soir? C'est parce que c'est la nuit qu'on se répare. Pendant la journée, on bouge, on pense, etc. Ça pompe énormément d'énergie. Donc, la nuit, l'énergie peut être divertie pour se maintenir. Les défenses immunitaires, les réparations de l'ADN, c'est très important. Il y a 500 000 à 1 million de lésions par jour sur l'ADN de chaque cellule. Ça se fait la nuit. L'autophagie, c'est un terme un peu technique qui dit qu'on va évacuer les protéines pathogènes qui donnent l'Alzheimer, la Parkinson, la nuit. Les cavités du cerveau se dilatent et ça fait une douche du cerveau qui se fait la nuit, ça s'appelle la fonction lymphatique. Tout ça, ça se fait la nuit. Si vous mangez de la viande le soir, ça augmente l'inflammation pendant 4 heures, ça augmente la température corporelle, ça empêche ces opérations de réparation de se faire la nuit. Et donc, on ne peut pas guérir de quoi que ce soit si on mange de la viande la nuit et qu'on ne dort pas bien. Donc, faites l'expérience, parce que tout ce qu'on peut vous dire, c'est bien, mais ressentir soi-même, ça n'a rien à voir. Pendant 15 jours, vous dites, c'est rien, 15 jours. Vous ne mangez pas de protéines animales au dîner, et vous voyez ce que ça donne, comment vous vous sentez. Et je pense que ça vaut beaucoup de discours. Je veux dire, mais longtemps. Et... Oui, mais pas tout de suite. En fait, effectivement, d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre, donc je pense qu'on pourra s'y porter. C'est vrai que c'est un livre très riche avec beaucoup d'informations. On a senti d'ailleurs qu'il y a un jaillissement de données et de perspectives qui sont très intéressantes. Avant que je donne la parole effectivement à Salima Ginel, je voudrais poser une question qui est finalement moins de viande égale plus de poissons. Alors malheureusement, moi c'est ce que je conseillais avant. J'ai conseillé pendant des dizaines d'années 3 poissons bruns par semaine. Alors maintenant, il y a un problème, c'est un autre problème, c'est la pollution. Le poisson et les coquillages sont de plus en plus riches en mercure, maintenant en arsenic, ça c'est nouveau, en perturbateurs endocriniens, en microplastiques. Greenpeace a sorti une étude la semaine dernière où on consomme 5 grammes de microplastiques par semaine. Ces microplastiques qui viennent des vêtements synthétiques que vous lavez, des dentifrices, etc. Bon, la France va interdire les microplastiques dans les dentifrices et les cosmétiques, c'est déjà bien, mais bon, c'est pas suffisant. Arrêtez d'acheter des tissus synthétiques parce que quand vous les passez à la machine, ça fait des dizaines de milliers de particules qui partent forcément dans l'eau. Et ça se retrouve dans l'eau du robinet, dans l'eau des rivières, dans l'eau phréatique, dans l'eau de la mer. Les poissons, les crustacés les mangent et ça concentre les polluants comme les retardateurs de flamme qui sont très toxiques sur la santé et des bactéries pathogènes et on les remange. Donc c'est un truc intenable. Déjà avec la surpêche, et là ça va décimer complètement les poissons. Ça va dans les profondeurs. On a montré dans les abysses des copépodes qui ont plus de perturbateurs encore que dans les estuaires. C'est un truc, ça c'est vraiment intenable. Donc malheureusement, le résultat des courses pratiques, c'est que les agences de santé déconseillent les poissons et fruits de mer aux femmes enceintes. On a fait une étude à l'INSERM de 4000 femmes enceintes, elles avaient toutes du mercure et de l'arsenic, provenant principalement des produits de la mer, c'est certainement intolérable. Et aux enfants, aux petits-enfants. Les autres, on admet de 1 à 2 poissons gras, petits, parce que plus ils sont petits, avant macro-sardines, moins ils concentrent les polluants. Les prédateurs sont incomestibles. Le requin, l'espadon, tout ça, ils concentrent énormément. Le thon, déjà extrêmement prédateur, très riche en mercure. On a documenté des gens qui font des démences parce qu'ils mangent souvent du thon. Donc le thon, c'est bon. Et la dorade, le saumon, c'est vraiment pas super. Donc si vous voulez, ça c'est un problème. Mais là, je ne sais pas si notre bilan le verra, mais on ne peut pas continuer à polluer la mer comme ça. Parce que là, on va vraiment à la... Il y a des collapsologues, et là, je pense qu'on y va si on continue comme ça. Alors, on passe maintenant, merci beaucoup, Dr. Fontaine, donc il y aura certainement une question tout à l'heure, on passe maintenant à l'application plus pratique, finalement, territoriale de ces connaissances, et nous écoutons Mme Ginel. Ça fait un petit peu peur tout ça. Et du coup, la première réflexion que j'ai envie de faire, c'est que
marchés qui rapidement se sont transformés en préconisations nutritionnelles, ce qui vient fausser un petit peu la vision que la force publique peut avoir quand elle engage la démarche que Grenoble a engagée sur la restauration collective. Pour vous dire où on en est à Grenoble, on a une politique alimentaire forte, c'est même une politique phare, même du mandat, je dirais. C'est une politique qui est hyper transversale, qui vient toucher la santé, l'environnement, l'agriculture. Et en ce sens, c'est une délégation, j'en suis ravie de la porter, qui est hyper riche, dense et enrichissante. Nous, on n'a pas eu trop de difficultés à mettre en place 2 repas végétariens, un ou 2 repas végétariens par semaine. On n'a pas eu de mal, mais en revanche, ça nous a pris un certain temps, le temps qu'il nous a fallu de décrypter la réglementation dont je vous parlais juste avant. Une réglementation qui est évidemment hyper floue parce qu'il faut manger, alors je ne suis pas nutritionniste, mais il faut manger tant de ceci, tant de cela, tant de fois par semaine. Et puis pour compléter, il faudrait arriver à proposer 70% du temps de machin. C'est hyper compliqué, c'est pas lisible du tout. Et moi, pour m'y retrouver, j'ai dû faire appel à des actions type Greenpeace ou Génération Future parce que j'avais besoin d'aide dans le décryptage de cette réglementation qui est toujours, à mon sens, un petit peu très floue. D'ailleurs, elle mériterait aujourd'hui d'être revue, cette réglementation. Quand je parle de réglementation, je parle du GMLCN, qui est le groupement d'études des marchés. Ça veut bien dire dans l'intitulé de réglementation ce que ça signifie en réalité, un groupement d'études de marché pour la restauration collective. Donc, a priori, c'est pour les marchés et pas pour les apports, la qualité nutritionnelle des produits. Cette réglementation va être revue. Elle devrait, a priori, être revue, puisque il y a une loi sur l'alimentation et l'agriculture qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui vient modifier toutes ces préconisations, puisque aujourd'hui, les collectivités peuvent proposer à titre expérimental un repas végétarien par semaine. Alors expérimental, ce sera sur une durée de 1 an ou 2 ans, je crois. Et ensuite, l'État s'autorise de recenser un petit peu les retours de cette expérience et verra si ça vaut le coup ou pas. Moi, d'enfant, je pense que cette période-là va laisser le temps aux industriels de s'organiser et de pouvoir proposer des choses, des produits qui seraient des produits végétariens. Et ensuite, on verra ce qu'en fera l'État. Nous, on a choisi de passer par la formation. C'est-à-dire qu'on a été voir nos agents et on leur a donné une orientation politique en leur disant que dans un premier temps, on voulait du bio, du local et du végétarien. Et en fait, pour les agents, c'était juste les bousculer dans leur pratique, puisqu'aujourd'hui, enfin de moins en moins, mais quand même, mais Christophe Ribert le disait tout à l'heure, mais aujourd'hui, être cuisinier et ne pas cuisiner de viande, c'est pas cuisinier. En fait, ça n'existe pas. Et il a fallu les convaincre du bien fondé de la démarche, du sens que nous on y mettait en essayant de leur transmettre. Et on a fait appel à un meilleur ouvrier de France qui est exactement dans la même démarche que Christophe Ribert, c'est-à-dire un cuisinier renommé, puisqu'il est col tricolore, qui a choisi de changer d'orientation et qui a choisi de mettre du sens à ce qu'il faisait et à ce qu'il proposait à ses convives. Du coup, c'était déjà plutôt une jolie approche que d'être formé par un MOF, quand même, c'est une sacrée reconnaissance de l'État. Et on a réussi à emmener nos agents sur cette démarche qui a pris du temps. On n'était pas pressés. Non, on n'était pas pressés. On leur a dit que c'était eux qui donnaient le tempo. Et cette formation s'est faite sur un petit peu plus d'une année. Avec l'approche de la légumineuse. C'est difficile de préparer un produit quand on ne sait même pas l'aspect qu'il a et au goût, et à la vue, et au toucher, et à l'odeur. Et du coup,
leur permettre d'avoir cette approche-là qui était, du point de vue du formateur et de notre point de vue à nous, un palier indispensable. On ne pouvait pas... Et contre toute attente, nous avons retrouvé des chefs super motivés, qui se sont enrichis parce que du coup ils ont un volet de leur métier de chef qui s'élargit, et donc une proposition en conséquence. Et donc voilà où on en est. Ils s'éclatent aujourd'hui vraiment dans la production, dans ce qu'ils font. Ils vont facilement dans les restaurants scolaires pour aller à la rencontre des enfants, pour discuter avec eux. Je me souviens du premier repas végétarien officiel qu'on a sorti, c'était en novembre 2017. Ils se sont tous déployés dans les restaurants scolaires pour accompagner des enfants à déguster, à s'approprier. Alors c'était un gratin de courge, me semble-t-il, la béchamel de lentilles. Et du coup, ils avaient mis à disposition des enfants et des lentilles, et de la farine de lentilles, et de la courge. Enfin, ils avaient mis en scène un petit peu ce premier repas végétarien qui a été le premier d'une longue série, puisqu'aujourd'hui, ils sont capables de produire tout un tas de recettes qu'ils testent chez eux, qu'ils ramènent à la cuisine. Et c'est super enrichissant. Tout à l'heure, madame, vous posiez la question du centre de formation. Ce que je trouve désolant aujourd'hui, c'est qu'en interne, on ait besoin de former nos cuisiniers à ce type de cuisine. En réalité, l'idéal serait qu'ils sortent de l'école hôtelière formés à ce type de cuisine de façon à pouvoir proposer du végétarien équilibré, parce qu'aujourd'hui, alors de moins en moins, mais quand même, aujourd'hui, on va dans un restaurant, on a un plat végétarien, on dit ah ben oui, pas de problème, je vous enlève la viande et hop, c'est végétarien. Et en fait, nous, on a quand même la responsabilité de 10 000 enfants qui déjeunent à midi et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons formé nos agents. Mais voilà, je perds mon fil. Mais, en termes de retour, les enfants sont hyper contents, mais pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils découvrent. Alors, il a fallu batailler, ça prend un petit peu de temps tout ça quand même, et y compris pour eux. Hein, ils goûtent, ils tâtent, ils y retournent, et puis on repropose la semaine d'après, et puis on y revient. Et puis ils s'habituent, et puis ils aiment. Et ça, c'est plutôt des bons retours. On n'a pas eu de retour de parents qui seraient montés au créneau parce que les enfants ne mangeaient pas de viande. Enfin, on n'en a pas eu beaucoup. Ça veut dire qu'on en a eu un peu. Et c'est toujours très étonnant en fait. Tout à l'heure, vous parliez de culture. Moi, quand j'étais enfant, je viens d'une famille ouvrière et mes parents, pour se donner l'illusion d'être riches, ils m'ont donné de la viande midi et soir. Et ça les faisait. Et du coup, je ne sais pas comment expliquer le fait que ces parents-là prennent le temps d'écrire à la mairie en disant mais moi je ne paye pas pour que mon enfant il mange des graines. C'est assez impressionnant. J'avais pris un petit peu des notes pour savoir où je voulais aller. Mais voilà, la question qu'on se pose ce soir plus largement, c'est celle de l'alimentation, et elle comprend manger trop de viande ou des alternatives qu'on peut proposer. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'en consommant de façon raisonnable, on prend soin chacun de notre santé commune. Et cette santé, elle concerne la santé du convive, elle concerne la santé de la planète, elle concerne la santé du territoire, et que c'est un bien commun en fait. Et on a, comme le disait Christophe Henriquet tout à l'heure, on a tous intérêt à œuvrer en ce sens parce que demain, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. J'ai l'impression de me perdre. J'ai tellement plein de choses à dire que... du coup, on parlait tout à l'heure aussi de structuration de filière. Je faisais allusion tout à l'heure à la loi alimentation et agriculture.
végétarien qui devrait intervenir à la rentrée 2019 obligatoirement dans les restaurants scolaires. Et aussi le fait de pouvoir proposer 50% d'aliments durables, dont 20% de bio et 50% de SICO, ce sont des cycles de qualité, donc les IGP, les AOP. Et aujourd'hui, tel que la loi le pose, comme ça, eh ben, personne ne va pouvoir répondre à ces exigences parce que le travail en amont n'a pas été effectué, le travail de structuration de filière n'a pas été effectué. Donc aujourd'hui, à Grenoble, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Manger Bio Isère. On est le premier client du département de Manger Bio Isère, mais on est nombreux. Si toutes les collectivités se tournent vers une plateforme en les prenant pour des sauveurs, et ben, ça ne marchera pas puisque il n'y aura pas la production nécessaire à la demande pour lesquelles les collectivités seront obligées de répondre. Et ce travail-là, en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous, on commence à y travailler avec la métropole, avec la Chambre d'agriculture, avec des plateformes, quelles qu'elles soient, sur le territoire, en se disant que de toute façon, c'est ici que ça se passe. Et Christophe Arribert, moi je le vois tous les mercredis sur les marchés, il fait ses courses tout seul. Alors après, il fait 50 repas, c'est plus simple et tout, mais l'idée, ce serait qu'on arrive chacun, collectivement, les collectivités, les forces publiques, à pouvoir s'approvisionner localement tout un tas de productions. Monsieur, il y a une production de tofu dans le Trièves, fantastique. Non, mais vraiment. Et on a un territoire qui est super riche, et si on n'arrive pas à structurer cette filière-là, on ne pourra pas. Moi, ça me donne l'impression d'une injonction paradoxale. Oui, il faut faire ceci sans avoir les moyens de faire cela. Et c'est super compliqué, en fait, parce que je pense qu'en amont, il aurait fallu réfléchir sur quels moyens on donne aux collectivités pour pouvoir s'approvisionner de façon sereine et sur des produits plutôt sains, plutôt que de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on va arriver sur des produits végétariens ultra transformés, le temps qu'il faut aux industriels de se mettre à la page. Et puis surtout, quand on dit 20% bio, eh ben, nous, si on voulait à Grenoble, on serait à 100% bio, parce qu'on ferait venir nos tomates de Roumanie, beaucoup moins chères que celles qu'on aurait sur le territoire, mais en même temps, ce ne serait pas tellement cohérent sur la démarche qu'on souhaite mettre en avant. Voilà, D'accord. Vous m'avez posé des questions, je suis plus à l'aise sur questions-réponses. Alors, peut-être les questions, ça sera plutôt après, pour terminer, je dirais, la série. On aura un temps très développé de questions. Est-ce que vous souhaitez conclure? Oui, dire aussi qu'on est quand même pas mal sollicité sur cette question-là par des collectivités qui, pour lesquelles se nourrir sainement est super difficile, semble pour eux super difficile. Et en fait, comme pour nous, autour de la table et sans doute dans la salle, la question de l'alimentation, c'est une question de bon sens, et bien, juste se dire qu'il faut passer en bio, moi, très personnellement, je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est compliqué. Il y a juste... après, on peut parler d'approvisionnement, hein, on parlait tout à l'heure des appels d'offres et des institutions qui sont dans des centrales d'achat. La problématique dans les appels d'offres, parce que la force publique doit passer par un appel d'offres dès lors qu'on dépense 1 euro de deniers publics, et qu'il y a tout un tas de critères, il y a un code des marchés publics qui nous interdit l'achat en local. Et en fait, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire un travail sur cette question. C'est sûr qu'il faut faire ce travail-là. Moi, je me souviens, j'avais 10 ans, je m'excuse, hein, mais c'est une anecdote qui me marque aujourd'hui, mais qui a fait résonance il n'y a pas très longtemps, quand Georges Marchais disait qu'il fallait consommer local. Il était pointé du doigt, je me souviens parce que mon père, du coup, c'était un débat à la maison, il était pointé du doigt en disant « Ah là là, mais il est chauvin, machin, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et aujourd'hui, on y arrive. On y arrive, la question du consommer local, la question de pouvoir s'approvisionner
sans avoir l'impression de tricher parce qu'il faut trouver des subterfuges, parce que l'agriculteur du coin, eh ben, c'est quand même lui assurer un meilleur revenu et une meilleure vie et de meilleures perspectives. C'est vraiment compliqué quoi, de se conformer à ce code des marchés publics. Merci également pour l'évocation de Georges Marchais, tout le monde ne le connaît pas ici. Alors, les enfants, les élèves ont grandi, ils sont maintenant à l'université. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes directrice générale du CROUS, Mélanie Corrézier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être justement revenir aux questions d'injonction paradoxale et aux missions du CROUS, parce que on dit souvent entre nous qu'on fait 2 fois dans sa vie l'expérience du CROUS quand on est étudiant. Et quand nos enfants sont étudiants, donc en fonction de là où vous en êtes sur le curseur de votre vie, vous avez une image plus ou moins actualisée du CROUS. La mission du CROUS, ce sont des opérateurs publics rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui partent du principe que pour faire en sorte que des étudiants réussissent, il faut non seulement qu'on leur donne l'accès aux études, mais aussi à un toit, à un tarif abordable, à une restauration avec un tarif abordable, à de l'aide sociale à des bourses s'ils en ont besoin, et à de l'action culturelle, à une possibilité d'ouverture d'esprit. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que derrière cette notion-là, il y a donc le fait que le CROUS porte des déterminants fondamentaux de la réussite étudiante. On sait, quand on regarde les analyses de réussite étudiante, qu'à partir du moment où effectivement le logement est assuré et qu'on a trouvé des solutions pour faire en sorte qu'en n'ayant pas trop besoin de travailler, pas besoin de travailler à une trop longue durée sur son cursus, un étudiant a les meilleurs moyens pour s'en sortir. Cela suppose qu'on mette en place une économie associée. C'est-à-dire que le contexte de travail du CROUS, c'est aussi un contexte de travail de pression économique sur ce qu'il fait et sur la restauration. La contrainte de vendre des repas au tarif national, voté nationalement, de 3,25 €. Donc un repas complet à 3,25 €, un plat principal et deux périphériques, comme on dit, une entrée, un plat, un dessert. C'est un repas qui coûte au CROUS environ 7,10 €, 7,50 € et encore une série d'analyses sur ce que c'est que les coûts complets de l'établissement. Et donc forcément, par rapport à des sujets qu'on a évoqués sur l'approvisionnement, sur les centrales d'achat, cette contrainte-là, elle pèse très lourd et elle fait que accéder au bio sur la totalité de l'approvisionnement du repas étudiant, c'est aujourd'hui une difficulté. En dehors des sujets qu'on a rapidement évoqués sur les référentiels, aujourd'hui, quand on commande en circuit court dans un CROUS, la définition du circuit court, c'est pas plus d'un intermédiaire. Pas plus d'un intermédiaire, ça veut dire que vous pouvez acheter des fraises de Tchécoslovaquie en circuit court. Donc ça veut dire aussi qu'on navigue dans un environnement dont tous les référentiels, vous avez fait référence à la loi Egalim qui va beaucoup transformer nos pratiques et pour lesquelles il faut qu'on se prépare, mais aujourd'hui nos référentiels ne sont pas tout à fait adaptés à cette révolution à laquelle nous devons tous contribuer sur une façon de nous alimenter. Donc le CROUS Grenoble-Alpes, il est en responsabilité. Il est au service de 95 000 étudiants sur les bassins de Grenoble, de Valence, de Chambéry, Annecy, de Bourget. On a dit beaucoup de chiffres ce soir, je ne vais pas en dire trop, mais pour nous, ce sont 40 structures de restauration et environ 2 200 000 repas qui sont servis chaque année. Donc c'est une conscience aiguë de notre responsabilité en tant que donneur d'ordre à la prise de commande, en tant que producteur de déchets aussi plastiques dans le cadre de la restauration rapide, sachant que dans toutes les contraintes avec les CROUS ces dernières années, il y a aussi eu celle de transformer la restauration étudiante. Le Resto U, c'est une forme de restauration étudiante. On sait que les temps des étudiants se raccourcissent et qu'il faut que nous puissions proposer d'autres formules, d'autres formats. Donc les brasseries, les cafettes, les libres-services se sont développés dans le CROUS, ce qui nous met devant d'autres contraintes autour du développement durable, le plastique dans lequel on sert les services, les salades à emporter, etc.
Donc, pour le Crous, il y a derrière cette offre de restauration la conscience aiguë de sa responsabilité, une double responsabilité, celle de nourrir la jeunesse, avec toutes les questions qui sont posées autour du rôle crucial de l'alimentation dans la santé, et puis celle de faire en sorte que des jeunes prennent des habitudes, et de bonnes habitudes, puisque on sait que c'est un âge auquel on peut cristalliser un certain nombre de pratiques, et que c'est le moment de faire de la sensibilisation, de faire évoluer les pratiques. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne mange pas du tout la même chose d'un resto au lieu à l'autre, puisque dans nos restaurants, nous avons des cuisiniers, des chefs cuisiniers, qui bien sûr sont soumis à des orientations d'un chef d'établissement, qui sont supervisés, encadrés par un coordonnateur de restauration ici présent, qui donc veille à ce qu'on soit cohérent dans nos pratiques, qui accompagne le restaurant. Mais nous avons des chefs cuisiniers qui, heureusement, sont des professionnels et qui peuvent choisir comment ils cuisinent, ce qui va faire que les pratiques de cuisine d'un restaurant à l'autre peuvent être très différentes. Donc ça peut donner de l'espoir à certains étudiants qui ne sont pas satisfaits de leur resto de proximité, peuvent toujours essayer d'aller à un restaurant universitaire un petit peu plus loin pour voir s'ils le trouvent un petit peu meilleur. Mais c'est surtout intéressant de voir que derrière, il y a des cultures de cuisine, des cultures et des habitudes de cuisine autour de comment est-ce qu'on s'approvisionne et comment est-ce qu'on peut pratiquer. Et par rapport à ce qu'on souhaite faire de plus, acheter le plus de frais possible, développer des labels, développer du bio sur une partie de la restauration, ça c'est vraiment à l'échelle du chef de cuisine et du responsable d'approvisionnement que ça se met en place. Alors cette question de l'alimentation végétarienne dans les rues, comment est-ce qu'elle est arrivée? D'abord, dire que depuis 2010, il y a quand même une pression de plus en plus forte des étudiants, une demande de plus en plus forte sur les réseaux sociaux, dans les comités d'usagers, pour faire progresser l'offre végétarienne dans nos restaurants. Et que cette offre-là, la réponse y a été faite un peu au gré justement des représentations que les chefs de cuisine pouvaient avoir de ce type de préparation, et puis de leur envie plus ou moins importante de se mobiliser, avec, on en a parlé, des représentations aussi de je sers une pizza 3 fromages avec une salade à côté, donc tous les jours vous pouvez trouver du végétarien dans la cafétéria où vous avez des pizzas tous les jours. Donc ça c'est un schéma, et c'est un schéma qui est quand même très ancré chez des professionnels qui ont été formés, comme on l'a dit, c'est-à-dire une certaine vision de ce que c'est que la cuisine, et que faire du végétarien, c'est juste enlever la viande, c'est juste enlever le poisson, c'est pas végétarien. Donc depuis 2010, il y a quand même une progression au fil de ces évolutions de la demande. À Grenoble, dans d'autres restaurants, d'autres Crous de France, il y a 26 Crous en France, il y a des Crous qui ont été plus précurseurs que d'autres. Et puis c'est à l'automne dernier que Laurent Bègue a pris contact avec le directeur général, à ce moment-là c'était un directeur général du Crous, parce que je suis arrivée en janvier au Crous, et a proposé que les lundis verts puissent être mis en place au Crous Grenoble-Alpes, en couplant aussi tout l'intérêt cette démarche avec la démarche d'étude des comportements de consommation des étudiants. Et je vous en parlerai un petit peu plus, donc je ne vais pas développer cette partie sur les comportements de consommation. Là aussi, la réponse qui a été faite par le Crous Grenoble-Alpes, c'est de se lancer dans cette démarche avec un niveau de préparation qui était celui qui était à ce moment-là. Donc début janvier, dans les restaurants du Crous Grenoble-Alpes, il est proposé tous les lundis un repas complet végétarien. Il faut préciser que cette offre, elle n'est pas exclusive, c'est-à-dire que les étudiants ont toujours le choix entre un plat végétarien et un plat carné s'ils souhaitent manger de la viande. Ils peuvent avoir du poisson aussi. Et que donc l'esprit, c'était vraiment de développer ça sur une base de
volontariat, couplé à cet engagement du lundi vert que décrira Laurent, et qui nous permet aussi, nous, d'évaluer comment est-ce que progresse, entre guillemets, ou comment évolue la prise de plats végétariens dans les restaurants. Les chefs, les cuisiniers, n'avaient pas tous eu, début janvier, dans la totalité de nos restaurants, le niveau de formation que vous avez décrit pour pouvoir présenter dès le début des repas végétariens qui soient très attractifs. Donc ça a pu se concrétiser par des couscous au légumes, ce qui est toujours offert et ce qui est très très bon, et puis parfois des boulettes de pois chiches dans lesquelles la sauce était peut-être un peu insuffisante, etc. Donc vraiment, la leçon pour nous de cette expérience, c'est qu'il y a bien sûr, comme dans n'importe quelle expérience de changement, l'évolution à faire des représentations de ceux qui servent et de ceux qui consomment. Et dans ceux qui servent, c'est la représentation de tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les cuisiniers, mais aussi les personnels de service et la façon dont ils présentent, dont ils amènent les plats et la fierté qu'ils peuvent avoir à servir les plats qu'ils proposent. Au fil de l'expérience, donc depuis le 7 janvier, on a eu le retour d'expérience des usagers et puis on s'est ajusté. Et ce qui s'est passé, c'est surtout de la formation des chefs qui étaient les plus étoffés sur le plan de la cuisine végétarienne en direction des autres personnels. Et puis le fait que certains se prennent au jeu, c'est très intéressant de constater qu'on a eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges avec des chefs cuisiniers hier après-midi et qu'ils présentent cette expérience maintenant comme une façon de se challenger en cuisine, comme quelque chose, je le disais tout à l'heure, comme une ouverture vers des cuisines parfois plus internationales, plus épicées, dont ils n'avaient absolument pas forcément la culture, et qui leur permet d'ouvrir leur chakra culinaire fortement et avec beaucoup d'intérêt. Et vis-à-vis des clients, la démarche est assez parallèle, c'est-à-dire que en début janvier, avec une boulette de pois chiches et éventuellement un peu pas assez de sauce, ça n'est pas sur le message lundi vert sans viande qu'on pouvait attirer des étudiants vers un lundi végétarien. Le couplage qui est intéressant, c'est le couplage on amène un autre regard sur ce que c'est de manger végétarien, on apporte une offre qui est bonne à manger, et on donne du sens à cette démarche, et le sens, on le donne à la fois, comme je disais, en amont de la chaîne, autour de pourquoi est-ce qu'on cherche à faire évoluer nos commandes, pourquoi est-ce qu'on cherche à faire évoluer notre cuisine, et pourquoi est-ce qu'on cherche à faire évoluer nos usagers et nos consommateurs. En termes de résultats du côté des acteurs étudiants, on est passé de 20% de prise végétarienne au début de l'initiative, parce que donc, on suit le repas lundi vert en caisse avec attention, à 35% à peu près aujourd'hui dans les restaurants, ce qui, compte tenu du fait qu'on est parti il y a 5 mois et demi, est plutôt un beau succès. Il y a encore du travail à faire, on se considère vraiment comme étant au début de la démarche, avec vraiment le plaisir de voir nos personnels se prendre au jeu. Et je pense maintenant un travail qui est aussi à reprendre avec les partenaires universitaires, dans la relation avec les responsables de l'université, avec les acteurs avec lesquels on travaille quand on est au Crous, puisque les restaurants du Crous ils sont implantés sur le campus universitaire, au pied des bâtiments, de certains bâtiments, à côté des UT, des écoles d'ingénieurs. Il y avait la crainte que cette démarche, elle se fasse avec un petit peu d'extrémisme. Et donc, des réticences par rapport à ce positionnement. Je crois que maintenant tout le monde a compris que ce n'est pas le cas. Et que dans cette démarche, comme sur d'autres démarches qu'on conduit au niveau du Crous, sur la façon de consommer, et donc par exemple des expériences qu'on va faire en termes de lunchbox, c'est-à-dire permettre à des étudiants d'acheter une fois leur petit bento sous consigne et puis de revenir avec leur bento pour échapper à la production de plastique, etc.
etc. Tout ça, ce sont des réflexions qu'on conduit avec des chaînes d'acteurs. On est un acteur parmi d'autres, et je pense que c'est à l'échelle d'un territoire quelque chose qui est extrêmement à la fois passionnant, intéressant, stimulant, c'est de constater que dans ce réseau d'acteurs impliqués qui donne du sens à d'autres façons de consommer, on peut faire bouger les choses de façon très partenariale et amener nos étudiants et nos usagers à adopter progressivement de nouvelles pratiques. Un dernier mot pour parler des perspectives. Les perspectives, c'est la poursuite de l'expérience que va vous décrire Laurent Beck sur l'évolution des comportements de consommation. Et puis, c'est grâce à son intervention, ou à nos interventions couplées, en réunion de direction générale des Crous de France, la généralisation à l'ensemble des restaurants universitaires de France de cette expérience pilote grenobloise à partir de l'automne prochain. À avoir faim, je ne vais pas être très long, d'autant plus qu'il y a après un buffet qui sera offert par le Crous. Donc voilà, attendez encore un peu, et je vais essayer en 12 minutes, Véronique, peut-être tu vas me poser quelque chose, je dépasse, je vais faire ici, et bon, je comme ça. Je vais essayer de présenter le principe, le concept finalement de lundi vert et puis ses premiers résultats. Donc, le lundi vert, ce n'est pas une innovation flamboyante, hein, c'est finalement l'importation d'une initiative qui a été lancée en 2003 aux États-Unis par une école de santé publique qui, à l'époque, a déjà effectivement intégré qu'il y avait des bénéfices sanitaires, environnementaux et éthiques à tenter de remplacer la viande de façon régulière. Il est aujourd'hui actif dans à peu près 40 pays dans le monde, plus ou moins actif, mais effectivement, il y a une quarantaine de pays qui aujourd'hui appliquent le lundi ou parfois le jeudi ou le vendredi cette journée végétarienne. Et puis, encore récemment, il y avait effectivement des prises de décision, des collectivités, par exemple à New York, qui concerne désormais un repas végétarien dans les cantines scolaires chaque lundi. Et il n'y a pas une semaine sans qu'un événement finalement soit diffusé dans la presse concernant la conversion, en quelque sorte, des collectivités dans telle ou telle ville à cette perspective végétarienne modérée. Alors, pourquoi le lundi? Lorsque nous avons imaginé le lundi vert, la première idée, c'était plutôt de proposer aux gens d'imaginer dans leur tête un jour dans la semaine et de l'appliquer. On s'est rendu compte que c'était peut-être demander beaucoup aux individus que de se rappeler déjà de leur choix et de le mettre en œuvre sans avoir une dynamique collective. Alors pourquoi lundi? Parce qu'effectivement, c'est un jour de la semaine qui est chargé symboliquement, c'est le début de la semaine, on ouvre la semaine après le week-end. C'est un jour qui, dans les recherches qui sont faites sur les préoccupations des gens sur Internet, en analysant les contenus et les flux web, eh bien c'est un jour qui est associé à la santé et également au changement. Donc le fait de proposer ça lundi, ça a du sens par rapport aux dynamiques individuelles. Puis par ailleurs, encore une fois, synchroniser l'effort, ça facilite les choses pour les individus, mais aussi pour les collectivités. Donc c'est vrai que d'ailleurs cette rigidité d'un jour par semaine a pu être l'ordonnancement un petit peu bousculé. Pourquoi se mettre au garde à vous le lundi, c'est un peu agaçant, mais en même temps, du point de vue pratique, du point de vue des nudges de santé, c'est une technique qui effectivement a été appelée à fonctionner. Alors, le lundi vert, à la base, c'est finalement des chercheurs qui se posent des questions sur que faire pour faire connaître finalement ces travaux de recherche nombreux et qui sortent quasiment chaque semaine ou chaque mois sur l'impact de la consommation, de la surconsommation de viande. Je ne vais pas vous faire un cours, et d'ailleurs je ne suis pas compétent pour cela, de nutrition ou bien d'économie environnementale, mais il y a effectivement un déluge d'articles scientifiques qui, depuis des années, nous arrivent issus des meilleures revues de le monde, sur effectivement l'impact de la consommation de viande sur la diversité de difficultés et de problèmes sociaux et sanitaires. Et donc, prenant connaissance de ces résultats, il fallait lancer quelque chose qui soit crédible et qui soit cohérent. Donc, nous avons avec quelques autres collègues, notamment avec Nicolas Trèche, qui est directeur de recherche à l'INRA, imaginé de reprendre le principe de lundi vert, en commençant par regarder ce que ça donne au niveau des comportements. Est-ce que le fait de proposer cette journée a un impact sur les comportements individuels? Il y a très peu d'articles, bizarrement, c'est une action qui est très très développée, donc j'évoquais 40 pays au monde, mais finalement, c'est
comme si les gens avaient foi dans cette opération sans pour autant la tester. Est-ce que ça marche vraiment? Imaginez par exemple que c'est lundi, vous ne consommez ni viande ni poisson, mais que le mardi et le mercredi vous compensez, vous en mangez plus. À quoi bon? Donc effectivement, à quoi ça sert de proposer un divers si ça a des effets contre-productifs? Et puis par ailleurs, est-ce que les gens y parviennent? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, par exemple, proposer aux gens de manger moins de viande tous les jours de la semaine? Par exemple, des portions de taille différente, plutôt qu'un jour végétarien. Il y a donc des évaluations qui ont été développées dans le monde, mais pour l'instant vraiment incomplètes. Donc il y a par exemple celle-ci qui est publiée dans un journal scientifique et qui insiste sur le fait que ça marche surtout lorsqu'on laisse le choix aux usagers, c'est-à-dire lorsqu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, prendre autre chose que le plat végétarien. Par ailleurs, il faut effectivement mettre l'accent sur la qualité évidemment des plats qui sont servis, leur caractère attractif, ça doit effectivement être goûteux, ça doit être bon. C'est évidemment une des choses, bien sûr, mais dans la pensée collective, je dirais que c'est encore quelque chose de punitif, quelque chose de difficile à avaler. Et donc, il faut arriver à changer cette perception-là, qui est aujourd'hui complètement erronée. Alors, en France, nous avons donc lancé un protocole qui était associé au lancement médiatique de l'opération. Les personnes qui prenaient connaissance de l'Indiver étaient invitées à se connecter sur un site dédié, l'indiver.fr, pour remplir un questionnaire, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, qui est composé de très nombreuses questions. Et ces questions, finalement, portent sur la façon de percevoir l'environnement, la santé, l'étiquette globale, les pratiques quotidiennes, les relations avec des proches concernant le végétarisme, beaucoup de questions très très multiples, et je vais aujourd'hui présenter quelques aspects de ces résultats dans mon exposé. Alors en France, donc, il y a eu un point de départ, c'est un texte qui a été rédigé, et ensuite amendé et signé par 500 personnalités, l'essentiel étant des chercheurs du CNRS, de l'INRA, de l'ICERN, des universités, à peu près 260 personnes, dont le nombre de nombreux d'ailleurs, et puis l'autre partie des signataires, ce sont des politiques, une vingtaine de députés, des artistes, des sportifs, qui donc ont eu le courage, parce qu'il fallait un peu de courage tout de même, de porter cette initiative. Parfois, se sont fait d'ailleurs un petit peu vilipender pour ce choix. Juliette Binoche, par exemple, a été attaquée parce qu'elle a pris ce choix-là. Mais c'est effectivement un choix qui a permis de rendre visible l'opération, puisque sans nos personnalités, il aurait été difficile évidemment de faire connaître cette initiative. Donc le Monde a publié une tribune le 7 janvier 2019 qui a été signée par 500 personnalités, plus des organisations non gouvernementales qui se sont également positionnées pour soutenir ce mouvement, diffusant dans leur réseau cette invitation à la modification des comportements alimentaires. Alors, il y a eu une campagne nationale qui a été notamment ciblée sur les métros parisiens, sur les médias généralistes, et donc à partir du 7 janvier, on peut dire que quasiment toute la presse, pendant une semaine, a évoqué au moins une fois, tous les organes de presse ont évoqué au moins une fois le lundi-vert. C'est ce qui a permis, effectivement, avec des moyens relativement limités, de toucher une proportion importante de la population. Les signataires qui étaient-ils? Il y avait par exemple Michel Serres, Boris Cyrulnik, Luc Ferry, Christophe André, Mathieu Ricard, ou bien même M. Mariotti, donc, qui est nutritionniste à l'ANSES, et de nombreuses personnalités du monde du spectacle, de la radio, de la télévision, locale ou nationale, des personnes qui, encore une fois, ont pris un risque en décidant de soutenir cette campagne, finalement assez incertaine à ce moment-là, puisque en France, encore une fois, et ça a déjà dit, la viande a une place assez centrale, donc positionnant signant une tribune qui invitait à reconsidérer la consommation de viande chaque lundi. Voilà, donc pour les personnalités un peu en vue. Cette campagne donc, a été relayée assez massivement sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télévision, avec beaucoup de réactions assez polarisées, on en parlera peut-être, donc certains ne comprenant pas le sens de la campagne, l'associant éventuellement à des bobos parisiens, ou bien effectivement à des sectes végétaliennes extrémistes que je ne connaissais rien. Et puis, finalement, chemin faisant, on a eu des réactions très intéressantes. Par exemple, le directeur du programme national de nutrition santé, M. Herzberg, qui n'était pas connu pour ses positions, je dirais, pro-végétariennes, eh bien, a pris position lors d'un journal télévisé, justement, en indiquant que la viande n'était pas du tout nécessaire à l'alimentation. C'est relativement surprenant et intéressant de voir que les lignes ont bougé sur le sujet en très peu de temps. Et puis après, on a eu effectivement une diffusion un peu plus internationale, quelques jours. Des réactions, je le disais, polarisées, avec celle-ci qui était presque facétieuse,
tant elle surprend, ce député qui lui, pendant le contre-pied, a invité les Français à manger de la viande rouge le lundi, mais à l'exception de quelques réactions un peu étonnantes et un peu presque amusantes, réactions ridicules, la plupart effectivement des personnes ont compris qu'il y avait un intérêt à la fois gustatif, créatif et bien sûr sanitaire, environnemental et animal à essayer de modifier cette habitude alimentaire. Alors nous avons au bout d'un mois demandé à notre sondage de faire le point sur la pénétration de l'idée lundi vert en France et puis également sur les pratiques au bout d'un mois. Donc voilà ce qui est ressorti de cette enquête, qui n'est qu'une enquête, une photographie, bien sûr il faudra la confirmer, mais ça donne des pistes. Donc au bout d'un mois, on a à peu près 50% des Français qui ont entendu parler du lundi vert, 10% qui ont essayé de le mettre en œuvre, et 25% qui en ont l'intention. C'était plutôt une bonne surprise de voir qu'il y avait une réaction à cette action. Alors, j'ai également, avec Nicolas Trèche et d'autres, construit un outil d'évaluation pour essayer de comprendre à la fois quelles étaient les personnes qui se sont inscrites sur le site web pour permettre un suivi chaque semaine, puisqu'on promettait aux inscrits de leur envoyer chaque lundi un petit rappel. Aujourd'hui, c'est lundi vert, suivez-vous. Et puis chaque mardi, eh bien, il y avait une question, est-ce que vous avez hier, oui ou non, mis en œuvre lundi vert? Et un suivi pendant une année. Il y avait dans le questionnaire initial des questions multiples, et je ne pourrais pas en parler aujourd'hui très largement, mais je me focalise sur quelques questions qui me semblent intéressantes, qui ont déjà été traitées à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y avait par exemple une mesure de l'ouverture d'esprit. Alors ça paraît un petit peu vague comme idée, mais c'est un trait psychologique qui est relativement utilisé dans la recherche et qui évalue la flexibilité cognitive et l'ouverture au changement. Est-ce que des personnes qui ont un niveau élevé à ce type de trait vont être davantage réceptives finalement à l'initiative lundi vert? On sait par ailleurs que cette mesure-là est en partie héritée, elle est stable au niveau de la vie, si on corrèle le niveau de cette mesure-là à 30 ans et à 70 ans, on a une bonne corrélation entre les deux, et elle est modérément corrélée au quotient intellectuel. Alors voilà les questions qui étaient posées. Une partie des questions qui mesurent ce qu'on appelle l'ouverture sont relativement simples comme dispositif. Les gens doivent se positionner, est-ce que vous êtes une personne imaginative, créative, intellectuelle, philosophe? Voilà, donc c'est un questionnaire qui a été validé dans différents temps. Vous y répondez, et on va calculer en fait un indice qui fait la moyenne de tout ça, en vérifiant que les questions, bien sûr, sont corrélées entre elles. Ici, après avoir donc posé ces nombreuses questions aux participants, eh bien, on avait fin janvier une base de 25 000 inscrits, ce qui est pas mal. Pour un mois, on était assez content d'avoir 25 000 personnes qui s'étaient donc inscrites sur le site lundi vert, et on les a comparées aux 2000 personnes qui étaient donc issues de l'enquête nationale, pour essayer de comprendre quels sont les traits distinctifs de ces gens réceptifs à une campagne nationale qui invite à commencer à consommer le lundi de la viande, enfin à remplacer par exemple la viande et du poisson chaque lundi. Alors, les résultats ont montré que les facteurs qui différencient de manière significative ces deux groupes, c'est-à-dire population générale versus population spécifique qui donc s'est inscrite au lundi vert. D'abord, et très important, il y avait presque 2 tiers de femmes dans l'échantillon lundi vert. Déjà, il y a une réceptivité très différente en fonction du genre qui est manifeste. Et puis, la moyenne d'âge était plus basse, c'est-à-dire que c'est plutôt des jeunes qui étaient intéressés par l'opération. Donc, pour essayer de comprendre si les variables qui étaient mesurées étaient discriminantes, on a analysé les effets de différenciation en contrôlant statistiquement l'effet de l'âge et du genre. Donc, on a des résultats qui montrent que les personnes intéressées par les lundi verts qui sont inscrites sur le site et qui ont commencé l'opération ont un niveau d'études supérieur, plus élevé que la moyenne de ceux qui sont dans l'échantillon national, habitent une ville de taille plus grande, reportent avoir plus d'aisance financière, consomment moins de viande que la population générale, consomment plus de poissons que la population générale, et c'est paradoxal puisque lundi vert c'est sans viande et poisson, il n'y a pas, connaissent davantage de personnes végétariennes et ont davantage ce trait d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a touché des personnes qui étaient déjà préparées davantage que d'autres à l'opération. Donc ça incite à deux choses, soit à se dire, eh bien ça va être difficile de convaincre les autres, soit peut-être à essayer de formater les messages de santé, puisqu'en fait pour vous c'est la santé publique, eh bien à répondre finalement aux motivations et aux aspects de réceptivité caractéristiques de la population générale. Alors,
Il y avait également d'autres analyses qui ont porté sur les facteurs prédictifs du fait de se maintenir dans le divers. Parce que chaque semaine, il y a une question, chaque semaine, une personne qui répond oui ou non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas malheureusement. Et on a donc la possibilité de voir s'il y a une corrélation entre les facteurs mesurés, les variables mesurées début janvier, et puis le fait d'avoir tenu son engagement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 14 semaines ou 15 semaines. Ça paraît à 15 semaines pour commencer, pour regarder déjà ce qui se passe. Et ce qui ressort, c'est que les effets sont assez surprenants. D'une part, les variables qui jusqu'alors étaient discriminantes des deux groupes se montrent prédictives dans le sens inverse. C'est-à-dire ceux qui restent longtemps dans leur engagement sont plus âgés. Les personnes âgées, lorsqu'elles s'engagent plus, lorsqu'elles s'engagent dans la divers, elles tiennent plus longtemps, habitent dans des villes de moins grande taille, ont une aisance autoreportée plus basse et ont une habitude de consommation de viande plus élevée. Donc ça, effectivement, ça prédit, je dirais, le fait d'avoir plus de mal, en quelque sorte, à durer, puisque lorsqu'on a des habitudes de consommation importantes, pour les changer, c'est plus compliqué. Par ailleurs, le trait d'ouverture a également montré son intérêt, puisqu'il prédisait le fait de durer jusqu'aux 15 semaines l'engagement. Donc tout ça, ça montre qu'il y a certainement des informations à tirer concernant le profilage, par exemple, le fait de montrer que des personnes qui ont un niveau d'ouverture plus élevé sont plus réceptives, nous oblige à penser comment faire pour toucher les autres. Ça voudrait dire, par exemple, rappeler que les légumineuses traditionnelles, de goûteux, qui fait partie du patrimoine gastronomique, montrer que c'est quelque chose qui n'est pas fantasque, ou bien effectivement qui n'est pas, je dirais, synonyme d'élitisme. Tout ça, ça fait partie des choses qui pourraient être testées par la suite. Dans l'enquête, il y avait également une partie expérimentale où on envoyait aux participants des messages qui n'étaient pas les mêmes pour tout le monde en fonction de leur motivation principale à s'inscrire. C'est-à-dire que certains avaient des messages environnementaux, d'autres des messages pro-santé, d'autres des messages pro-animaux, qui correspondent à leur motivation principale à s'inscrire initialement. Et on va tester par rapport à des groupes de contrôle qui n'ont pas de message du tout, ou à des groupes mixtes, si finalement cet écho qui est fait aux motivations principales des inscrits va contribuer à amplifier, à faire perdurer leur choix au fil des semaines. Voici un petit peu les grandes lignes de la recherche en cours. Alors, l'univers est devenu également assez rapidement un repère dans l'alimentation individuelle et collective. Il y a eu effectivement des initiatives spontanées sur le web qui se sont développées, des sites que nous ne connaissions pas, qui se sont appropriés en quelque sorte le concept. Ça nous a rendu bien service, évidemment, parce que l'univers, c'est finalement des personnes qui sont volontaires pour nous aider, participer. Il y a par exemple ici Coralie qui est engagée avec nous pour l'alimentation justement du site. Laurence qui nous aide sur la page Twitter. Donc on a effectivement un certain nombre d'acteurs qui aussi sont impliqués dans l'animation au quotidien, en sorte de l'opération. Et puis donc une réception tout à fait aléatoire ou presque, en tout cas on est surpris de voir qu'ici ou là, les choses se structurent dans un sens positif. À Grenoble, donc les cantines scolaires s'y sont vides, et ça fait plaisir de voir que Grenoble continue son avance dans cette direction. Et puis le CROSAC donc, a été très ouvert et réceptif à l'initiative, avec donc cet élargissement donc, anticipé dans les mois qui viennent. Donc tout ça, c'est finalement pour dire qu'il y avait certainement une réceptivité qui résulte du travail de nombreuses, à mon avis, associations, du temps, qui ont sensibilisé l'opinion aux problèmes liés à la consommation excessive de viande. Des données scientifiques qui se sont bien sûr agrégées pour donner un effet de levier à la conscience également, et puis des bonnes volontés situées qui ont pris en quelque sorte en main de mettre en place des dispositifs concrets pour que l'univers devienne une réalité. Alors, la prochaine étape, ce sera effectivement d'arriver à passer dans les collectivités, dans les CROUS bien sûr, et puis dans les cantines scolaires, puisque durant cette loi, expérimentation de 2 ans de la loi EGalim, eh bien, il faut arriver à démontrer que le personnel peut suivre et que les usagers sont intéressés par l'offre végétarienne. Nous avons prévu donc, au mois d'octobre prochain d'inviter ici à Grenoble Madame Samantha Casbonne, qui est l'auteur de l'amendement Casbonne, justement, qui a induit cette modification pour les attentes de santé publique au niveau des cantines. Eh bien, tout le travail va consister justement à faire connaître cette initiative et de la renforcer donc avec bien sûr. Voilà, l'heure est venue maintenant de poser des questions à nos intervenants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Merci à tous.